vous remercie. Je remercie Michel. Ça fait un demi-siècle que je ne l'ai pas vu, ce qui n'est pas rien. Mais on est resté en communauté de pensée, d'esprit et de religion aussi. Je suis très heureux donc de le retrouver toujours aussi dynamique et efficace. Alors, les questions que je vais vous poser, en fait, sont absolument vitales pour l'avenir de l'espèce humaine. Ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer, et ces questions sont hautement évolutives, avec quasiment constamment des éléments nouveaux. Ce livre-là, donc l'ultime transgression, c'est la 2e édition, et il va y avoir ultérieurement une 3e édition avec mise à la page, parce que, par exemple, je prends un exemple, avant-hier, j'ai entendu à la radio qu'on avait fait un chromosome artificiel, et j'ai trouvé dans une des conférences un de mes confrères qui m'a dit bah, tenez, ça va vous intéresser. Alors vous allez voir la relation de cela, et en même temps une 2e information, à savoir qu'il allait y avoir des Jeux olympiques bioniques, c'est-à-dire des gens qui sont appareillés ou mélangés à la bionique. Alors vous allez comprendre cela au fur et à mesure de mon exposé. Alors je vais faire un tout petit peu de référence à la théologie, si vous le voulez bien. Après, ce sont des faits bruts que vous-même vous aurez à digérer en quelque sorte, et sur lesquels vous devrez réfléchir si vous n'avez pas un hérisson dans la poche et que vous achetez ce bouquin. Bon, je ne touche pas de droit d'auteur. Hein. Bon. Alors voilà, Jacques Attali, l'Express du 2 janvier 2003. Bientôt, on ira plus loin encore en séparant le fœtus de sa matrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va développer les enfants hors du sein maternel, faisant de l'être humain un artefact. Alors bon, je suis président de l'Association catholique des infirmières et des médecins, je ne mettrai pas donc mon drapeau de catholique dans la poche. Donc un artefact, qu'est-ce que c'est? C'est un terme médical qui désigne un petit truc, vous voyez une petite tache, par exemple ça sur le mur. Ce qui s'oppose bien sûr radicalement à la conception chrétienne qui dit que l'homme est l'aboutissement de la création. C'est la superstructure, le côté parfait de la perfection, c'est l'homme tel qu'il a été créé par Dieu. Donc faisant de l'être humain un artefact fabriqué sur mesure. Donc fabriqué sur mesure. Avec des caractéristiques choisies à l'avance, ça veut dire que les hommes seront un peu comme des ordinateurs programmés, et peut-être un jour avec une mémoire et une conscience de soi prédéterminée. Avec une mémoire et une conscience de soi prédéterminée. Vous avez tout le programme de ce que je vais vous raconter là, au fur et à mesure. Vous pourriez presque partir parce que vous en savez l'essentiel. Mais je ne voudrais pas vous décevoir quand même. Alors cette appréciation, c'est pas Attali, Dickès, elle est tout à fait envisagée pour la dénoncer, par exemple, par le cardinal Joseph Ratzinger, donc 2005, L'Europe, les fondements aujourd'hui et demain aux éditions Saint-Augustin. Et il dit la même chose qu'Attali, pour, je vous répète, le dénoncer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Alors, l'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle. Femme enceinte, bon, ben, on a un enfant, on ne choisit pas comment il est, on ne choisit pas, donc ça c'est fini. Mais produire rationnellement. Ainsi, l'homme dispose de l'homme comme d'un produit, une voiture ou une chose comme ça. Bien sûr, la notion de l'âme se trouve écartée. Se trouvent écartés les exemplaires imparfaits, une voiture qui ne marche pas, on la met à la casse, en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et à la production. Alors c'est cet homme parfait dont je vais vous essayer de vous donner, vous cerner les contours. Quand vous lisez le prologue de Saint Jean,
la première phrase, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, il était la vie. C'est Dieu qui est la vie. Nous avons la vie, mais c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous l'amène. Or, il se présente un petit épisode de la Genèse qui est tout à fait méconnu. Tout le monde connaît l'histoire de la pomme. Adam et Ève ont touché à l'arbre de la connaissance. Alors, ils sont chassés du paradis. Et après, excusez-moi l'expression, Dieu se gratte la tête et dit « Aïe, 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 j'ai oublié quelque chose. Il y a au fond de l'Éden l'arbre de vie. Prenons garde à ce qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Et pour protéger cet arbre de vie, il met 2 chérubins armés d'une épée de feu pour protéger la vie. Alors, cette vie, vous voyez, c'est cela. Vous avez ce journal qui s'appelle le journal tout simplement, qui est l'émanation du journal de la Grande Loge de France. C'est marqué, donc Grande Loge de France, vous voyez, c'est un article qui est écrit par Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, rédacteur de la loi Veil et grand promoteur de la contraception. Et René Friedman. Vous connaissez René Friedman ? Oui, c'est... celui qui dit que l'embryon n'est pas une personne. Voilà, et qui s'est singularisé parce que c'est lui qui a mis au monde le premier bébé éprouvette qui s'appelle Amandine, qui a mis au monde. C'est Testard qui a fait la fécondation. Voilà. Et vous voyez, c'est marqué « maîtriser la vie ». Ah oui, donc on veut maîtriser la vie. Et qu'est-ce que disent ces 2 compères ? La franc-maçonnerie apprend à descendre le ciel sur la terre. Jacques Prévert, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Bon. Et elle aide les hommes à s'assumer, à dessiner la vie entre équerre et compas, bon, blabla, à la fois dans la rectitude, bon, je demande à voir, dans l'ouverture, si l'on peut dire, et à maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Maîtriser la vie dans toutes ses dimensions, vous voyez des cornues, des éprouvettes et tout ça. Et, ils disent un petit peu plus loin, cette vie qui nous vint si longtemps d'un souffle de Dieu sur notre argile, ce qui évoque la création de l'homme par le souffle de Dieu sur l'argile, c'est désormais comme un matériau qu'il faut la considérer. Donc l'homme n'est plus qu'un matériau, donc par définition quelque chose qui est malléable selon les besoins et selon les envies des hommes. Donc ces gens-là, en fait, se prennent pour Dieu parce qu'ils veulent maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Rassurez-vous, il y a déjà un chapitre qui est réglé, c'est que le bout de la vie, c'est l'euthanasie. Bon, donc nous n'en parlerons pas, sauf si j'avais le plaisir de revenir faire quelques conférences sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est l'homme se fait Dieu contre Dieu qui s'est fait homme. Voilà la perspective que je donne à cet exposé, et c'est tout ce que je vous dirai de plus. Cet ouvrage se divise en 4 chapitres. Donc c'est très très simple, 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'homme déraciné. C'est l'homme coupé de ses racines. C'est facile à comprendre. C'est en gros tout ce qui, les gens qui ont notre sensibilité se plaignent, tout c'est, si vous voulez, globalement le politiquement correct, qui amène véritablement à séparer l'homme de son milieu naturel, qui est notamment la famille, et de le couper de la société pour en faire un matériau. La deuxième partie, c'est l'homme biologique, c'est-à-dire dans ce dessein de maîtriser la vie qu'apporte la biologie. Le troisième chapitre, c'est l'homme génétique. Où en sommes-nous au point de vue de la génétique dans cette maîtrise
qui prétend maîtriser la vie. Bon. Et la dernière chose, alors vous allez voir, ça augmente en puissance, c'est l'éruption brutale de l'informatique dans la société, mais surtout dans le corps humain, et toujours dans la maîtrise de la vie. Alors la première partie, ça sera la plus courte. Si vous voulez, je ne peux pas vous dire tout le livre. Il y a tellement d'éléments que tout ce qu'on peut appeler le politiquement correct, cette espèce de mouvance, bon, qui est à la fois philosophique, peut-être même aussi religieuse, mais surtout scientifique, mais surtout sociologique. L'homme, c'est... Alors je prendrai simplement un élément qui est la destruction de la société, par la destruction de la famille. Les choses se sont faites tout doucement, sans que nous nous en rendions compte. Et on peut prendre quelques petits cailloux du petit poussé que je vais vous présenter, par exemple. La possibilité qui a été donnée, votée plus exactement, de donner à un enfant le nom de son père, le nom de sa mère, ou les deux noms, dans l'ordre inverse ou dans l'ordre qu'on pourrait considérer comme naturel. Donc 4 possibilités. Quand on arrive à la génération suivante, c'est 14 possibilités. Donc vous voyez, les racines généalogiques, les racines du sang, se trouvent arrachées à ce niveau-là, parce que finalement, on ne saura plus le nom des gens, parce qu'il aura évolué de cette manière-là. Alors ensuite, une autre petite loi dont on ne s'est pas rendu compte des conséquences, quand on parle de matériaux, c'est le fait qu'on a le droit, maintenant, d'appeler par leur prénom, ce que les Anglais mettaient sur leur passeport jadis Christian name, le nom chrétien. Alors maintenant, c'est remplacé par parent 1, parent 2. On a laissé aux gens le choix des prénoms. Alors, mon métier primitif était celui d'accoucheur. Je vais vous donner quelques noms que j'ai recueillis dans ma pratique. Ma femme est sage-femme, elle en a recueilli aussi. Tenez-vous bien, Safran, Mégane, ça c'est des noms de voitures, vous voyez. Bon. Jade, Scooby-Doo, Clafoutis, Gorgonzola, Térébenthine, et j'ai même eu l'honneur, et vous devez me respecter pour ça, de mettre au monde des jumeaux qui s'appelaient Starkey et Hutch. Un Superman, un pape et un démon qui a été refusé par le procureur. Alors actuellement, le nom en vogue dans le domaine Picard, je suis un Picard acharné, j'ai écrit beaucoup de livres sur la question du Picard, c'est Maguette. Alors Maguette, je vais vous expliquer, c'est une déformation de muguet dont la femme est muguette et qui s'est transformée en maguette. Or, une maguette, dans le domaine Picard, c'est une chèvre. Donc, les gens engendrent des minéraux et des animaux. C'est donc une chosification des hommes à la naissance, effectivement, en les coupant de leurs racines chrétiennes. Alors ensuite, vous avez toutes les formules de déliquescence de la famille. Alors, la famille monoparentale, paxée, composée, décomposée, recomposée, concubinaire, homoparentale, et Frigide Vargeau voulait encore en faire une catégorie. C'est à ce niveau-là qu'entre la question du gender, question du genre, dont on nous dit que ça n'est pas une théorie, c'est évidemment une théorie puisqu'on peut l'imposer. Bon. Alors on dit, bah oui, mais ce sont des études, des gender studies. Effectivement, c'est le nom original, mais c'est pas du tout c'est une théorie qu'on essaye d'appliquer, oui. Alors on l'applique comment? Eh bien, c'est ce que vous avez entendu, ou ces crèches où on habille les enfants, les garçons en filles et les filles en garçons. Bon,
alors, moi, je me place sur le plan médical, purement médical. Bon. Le sexe qui nous est donné, il nous est donné par nos chromosomes. Il y a 46 chromosomes, 23 qui viennent de papa, 23 qui viennent de maman. Le mélange, selon les lois mendéliennes, fait qu'on a une chance sur 2 d'avoir une fille et une chance sur 2 d'avoir un garçon. À quoi on les reconnaît génétiquement? Et si vous retenez simplement une chose de tout mon exposé fleuve, c'est que les chromosomes de la femme, c'est XX, et les chromosomes de l'homme, c'est XY. Bon, et qu'on ne peut pas y toucher. Et si on y touche, c'est létal, c'est-à-dire que ça entraîne la mort. La nature a toléré des petites anomalies qui sont des morceaux de chromosomes supplémentaires qui sont restés des divisions cellulaires précédentes. La synthèse des ovules et des spermatozoïdes, c'est la trisomie 21, la maladie des cris du chat. Bon, ces maladies, en dehors de la trisomie, sont mortelles aussi. Donc, vouloir toucher aux chromosomes pour transformer mon voisin en femme, c'est impossible. Oh, quel dommage. Bon. Alors ensuite, la logique du système, c'est qu'à partir du moment où on veut transformer quelqu'un en un sexe qui est opposé au l'autre, on entre dans d'abominables manipulations chirurgicales effroyables. C'est-à-dire que chez les hommes, on leur coupe leurs testicules, la verge, et on leur crée un néovagin à partir d'un morceau d'intestin. Et chez les femmes, on coupe les seins, on enlève la graisse des hanches, on coupe les ovaires, on coupe l'utérus, et on met un pénis artificiel gonflable avec une petite boîte sur le côté. Alors vous pensez bien que ça, évidemment, ça coupe tout naturellement de la filiation, mais même du plaisir lié au rapport sexuel. Ces personnes-là, je sais par expérience, qui se lient... Alors actuellement, c'est donc depuis Madame Bachelot, c'est pris en charge par la sécurité sociale, et c'est vous qui payez ça. Ces situations invraisemblables amènent en général à la dépression, instabilité bien sûr des couples et au suicide. Voilà. Donc c'est une idéologie qui est mortifère, qui amène la mort. Délibérément, voilà la situation et voilà ce que veulent nous imposer nos amis socialistes. Un autre élément, alors il y en a plein, hein, il y en a une série que je vous donne dans ce qui est la manipulation des esprits pour arriver à des gens qui sont normalisés, formatés en quelque sorte. Bon. Cette manipulation d'esprit, vous n'avez aucune idée de la façon dont ça se passe. Je vais vous ouvrir un tiroir. Vous avez tous entendu parler de l'IRM, image par résonance magnétique. Ce sont des très très fines couches qui sont faites, des tranches ultra fines que l'on peut, au dixième de millimètre, que l'on peut faire sur le cerveau, comme ça, avec pour but de déterminer une anomalie cérébrale, une tumeur cérébrale ou quelque chose comme ça. Bon. Alors depuis, on a amélioré le système et on est arrivé à l'IRM fonctionnel, PET scan, il y en a plusieurs. Bon. C'est à ce moment-là fonctionnel, c'est-à-dire que ça bouge. Pour vous donner une comparaison, l'IRM normal, c'est une photographie. Le PET scan, c'est un film. C'est le cinéma. Vous voyez? Bon. Mais on est descendu avec ces appareils-là jusqu'au niveau cellulaire, c'est-à-dire jusqu'au niveau des neurones ou des cellules. Et qu'il est actuellement possible de suivre, par exemple, entre les neurones, parce qu'on appelle les axones qui lient les neurones ensemble, de suivre le trajet de la douleur, de suivre le trajet et de doser les médicaments. C'est absolument faramineux donc de pouvoir descendre comme ça au niveau cellulaire, et c'est l'intérêt, vous l'avez bien,
ça permet de limiter strictement l'exérèse de la tumeur de la manière la plus proche. Mais ça permet en même temps de comprendre, de voir la traduction des émotions, par exemple, et si je prends par exemple, et de déterminer les sites. Alors on a découvert un certain nombre de sites, la bosse de la musique, la bosse de la mémoire, avec les taxis, qui veulent retenir les taxis londoniens qui doivent retenir les 359 000 noms de rues. Donc on découvre des petites zones comme ça qui correspondent à des connaissances précises. En pratique, si par exemple je dis un chat, eh ben, j'ai une région qui va se réagir et qui se trouve au niveau temporel. Si on dit un chat méchant, le terme de méchant s'adresse à la sensibilité, donc c'est une autre zone qui va réagir. On peut littéralement lire maintenant dans les pensées et dans le cerveau, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je prends un autre exemple. Si vous voyez une image de pédophile, vous allez être absolument épouvanté. Vous allez avoir un endroit précis qui s'allume. Si vous êtes pédophile, ça va être exactement le contraire. Un autre endroit va s'allumer. Vous voyez ? Pareil, par exemple, pour les amateurs de films d'épouvante, ceux qui n'aiment pas les films d'épouvante, bon, vous avez compris. Alors, il est en train de se faire, avec une vitesse grand V, une véritable cartographie du cerveau, un dictionnaire du cerveau qui permet de dire tel mot, tel concept se trouve à tel endroit, mais au niveau cellulaire, vous voyez, au niveau cellulaire. Alors tout simplement, toute la publicité maintenant, les plus grands prix Nobel ont été engagés dans le marketing, c'est-à-dire la vente de trucs. Pourquoi ? Je vais vous prendre une comparaison. Renault sort une voiture. Elle se demande quelle forme elle va prendre. Donc il y a une hypothèse, on en montre une à droite et une à gauche. On met 15 volontaires qui sont là et on leur dit, vous regardez cette voiture. Bon, ah, celle-là, elle me plaît. Hop, il y a un endroit du cerveau qui s'allume. Ah, celle-là, elle ne me plaît pas. Celle-là à gauche. Ah non. Un autre endroit du cerveau qui s'allume. Bon. Et puis on dit, on demande aux 5 personnes, aux 15 personnes, et puis on dit, la majorité, c'est ce côté droit, c'est cette voiture-là, et voilà, en marche, on fait la voiture selon cette forme-là. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. Bon, voilà. C'est donc clair. C'est... Par exemple, on a pu, je ne voudrais pas détailler tout cela, mais on a pu communiquer, par exemple, avec des gens qui étaient dans le coma très profond, avec ce système-là. C'est Liège qui est spécialisé, Liège en Belgique qui est spécialisé là. Alors ça, c'est un tout petit aperçu de ce qui se fait actuellement en neurologie, en neurodiagnostic, mais il faut comprendre que au niveau de la publicité, nous sommes soumis véritablement à un Big Brother dont on ne se rend pas compte. Bon. Mais toutes ces choses-là sont à prendre dans un ensemble, et il y a des choses étonnantes qui se font. Par exemple, on est capable de faire perdre la mémoire à une souris, complètement. Alors une souris, ça ne vous dit pas bonjour, cher ami, je ne sais pas si vous avez remarqué, une souris, c'est essentiellement une mémoire de type visuel et de type moteur. Alors une souris que l'on prive de la mémoire, elle est comme ça, elle ne peut plus bouger. Eh bien actuellement, on a été capable de rendre la mémoire à cette souris et même lui faire revenir des souvenirs anciens. C'est-à-dire que si avant, elle avait eu l'habitude de tourner dans un petit rond comme ça, dans un petit cylindre, et qu'elle a perdu l'habitude, eh bien, elle réussit à reprendre cette habitude-là. Moi, ça me permettrait de réapprendre le piano. Parce que j'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petit. Alors maintenant, la deuxième chose que je voudrais que vous reteniez avec les chromosomes, c'est ce que je vais vous dire. Cette prise en main des cerveaux
par la collectivité, le meilleur moyen, le plus grave et le plus important, c'est la télévision. Alors vous allez me dire, ouais, la télévision, on se fait forger le truc. Pourquoi? Les Australiens ont fait une étude randomisée, c'est-à-dire ils ont collecté toute une série d'études qui ont été publiées en 2010 dans la revue médicale Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Bon. Tout ce que je vais vous dire, là, vous le retrouvez en cherchant sur Internet, sauf pour les choses les plus anciennes, quand il n'y avait pas Internet. Le principe est le suivant. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont des lunettes ou qui ont de l'hypertension, eu des fonds d'œil. C'est-à-dire qu'on regarde avec un petit truc, au fond de l'œil, la rétine. Et on voit dans la rétine des artères et des veines. Et puis du tissu rétinien, etc. Bon. Eh bien, on sait maintenant que la croissance des vaisseaux de la rétine est absolument parallèle à la croissance des vaisseaux du cerveau. Donc, on a constaté que la croissance des vaisseaux de la rétine, donc celle du cerveau, était inversement proportionnelle au temps passé devant la télévision. Un enfant, à partir du moment où on le met devant la télévision au moins 1 heure, il devient progressivement idiot par rétrécissement des vaisseaux qui sont dans sa tête. Et c'est définitif. Donc, si vous voulez, des enfants qui passent toute leur croissance devant la télévision, on en fabrique des idiots. C'est comme ça. Ça va peut-être pas vous plaire, mais si vous avez des petits-enfants, pensez à ce que je viens de vous dire, et vous verrez qu'avec le décalage, ces études sont réelles et correspondent à quelque chose. En plus, sans compter que, là, ça a été fait dans British Journal of Sports Medicine, un Français adulte pourrait vivre 2 ans de plus s'il ne regardait pas la télévision. Moi, mes enfants ont été élevés sans télévision, ils sont brillantissimes. J'ai un docteur en histoire, docteur en philosophie, professeur en université, une fille professeure en histoire, etc. Donc voilà, retenez cette chose-là, c'est un moyen de dominer les esprits qui est absolument redoutable, sans parler du fait qu'il est extrêmement réducteur. Vous savez que les présentateurs ont en tout et pour tout 1500 mots. Ils utilisent 1500 mots, forcément c'est l'audiomat. Hein. Il s'agit de s'adresser à plus de gens possible, donc plus on descend, évidemment, plus on a d'auditeurs. Donc le but, c'est de réduire le nombre de mots, parce que dès qu'il y a des mots très compliqués, alors le résultat de ça, c'est que ça réduit le nombre de concepts que l'on peut avoir, donc le développement du langage, donc de la verbalisation. Alors, il y a eu des livres qui ont été parus là-dessus, TV, lobotomie, l'histoire des vaisseaux, ça je l'ai trouvé ça dans le quotidien du médecin, oui. La lecture intensive, est-ce que ça a été réfléchi ça aussi? Non, là, vous parlez de la lecture, oui. C'est-à-dire lire beaucoup de livres, de bien, romans. C'est le seul moyen. Hein. Moi, je vois mes enfants, ils lisaient toute la journée, pas toujours des choses hautement intellectuelles, des bandes dessinées ou autres, mais ça permet de diversifier les concepts. Alors, il faudrait presque que je vous fasse, mais oui. On peut ouvrir la fenêtre. Ah oui, oui, parce que vous avez trop chaud. Non, il y a pas d'air. Vous voyez, regardez, moi j'ai enlevé ma veste. Hein. Bon. Alors ensuite, l'éducation nationale. L'éducation nationale, bon, je peux vous envoyer quelqu'un qui peut vous faire une conférence sur l'effondrement de l'éducation nationale. Il y a un type qui s'appelle Brigelli, qui est anticlérical, donc qui n'est pas de ma chapelle. Ce Brigelli a écrit un livre
qui s'appelle Éducation nationale, la fabrique des crétins. Bon, telle qu'elle, peut-être vous l'avez lu. Bon, alors voilà, tout simplement, tout ce qui est pris comme décision depuis l'après-guerre a pour objet de réduire l'intelligence des enfants, et effectivement, on voit une disparition de tout un tas de critères comme le jugement, comme l'orthographe. Bon, alors moi je vois des médecins qui m'écrivent des articles. Alors je dirige les cahiers Saint-Raphaël, vous en avez des exemplaires sous vos yeux. Si un sujet qui vous intéresse, je vous invite à les acheter, c'est pas cher. Eh bien, qui font plein de fautes d'orthographe. C'est effarant. Je reçois un article, voilà, cousu de fautes d'orthographe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on aboutit à une chute de l'intelligence qui se traduit par l'effondrement de la lecture, l'effondrement de la lecture des livres, l'effondrement de la presse. Vous voyez des chaînes entières comme les journaux de Normandie où il y a tout disparaît comme ça. Bon, je sais pas, des choses comme pour ceux les vieux comme moi, Daninos, c'était 3 millions d'exemplaires. Bon, maintenant, quand un chien perdu son collier, c'était 3 millions d'exemplaires. Bon, c'était pourtant, bon, alors 3 millions d'exemplaires, maintenant, quand un Goncourt fait 150 000, on dit, ah ben ça, c'est admirable. Donc, vous voyez, littéralement, un broiement de l'intelligence. Le but, en réalité, c'est de créer cet homme déraciné, sans passé, détruit l'histoire dans l'éducation nationale, et sans futur. Et ça, là, c'est caractéristique de tous les jeunes que je peux voir, qui n'ont absolument aucun souci, ils vivent pour le moment. Et ce qui va se passer après, ils s'en fichent. On leur dit, mais oui, mais telle loi, là, ça va avoir telle conséquence, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Voilà. Alors je termine ce premier chapitre en vous citant M. Éric Besson. Alors, accrochez-vous. Ça s'appelle Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Voilà. Ministre de l'Identité nationale. Ça veut dire savoir qui sommes-nous? Notre identité. Qui sommes-nous? Nous les Français, nous les Européens. Et alors, il dit, donc il a été ministre de janvier 2009 à novembre 2010, et il a déclaré, je suis en place pour être une machine, un matériau comme disent les francs-maçonneries, pour lui-même, je suis en place pour être une machine à fabriquer des citoyens rationnels, donc des citoyens dont on aura organisé la pensée. Alors ça vous rappelle ce que la citation du pape, du futur pape Ratzinger, qui disait « L'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, mais produit rationnellement. » Donc c'est le même mot. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse ce que voulait dire rationnel, et c'est marqué déterminé par des calculs ou des raisonnements. C'est ce qu'a dit le pape? Oui, non, pour le dénoncer. Comment? Pour le dénoncer. Je l'ai dit 2 fois, Françoise. Hein, il ne veut pas. Il le dénonce. Il le dénonce. Bon, donc, déterminé par des calculs et des raisonnements. Donc, les citoyens doivent être déterminés par des calculs et des raisonnements. C'est l'ultime forme du politiquement correct et socialement correct, etc. Nous arrivons au 2e chapitre, qui est l'homme biologique. Alors, de quoi il s'agit? Je vous résume très très bien. C'est le Faust de Goethe. Faust est dans son laboratoire et il a mis au point un homoncule, c'est-à-dire un petit homme comme ça. Voilà. Et Méphistophélès arrive et il voit ça. Il est épouvanté et il dit à Faust, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu te rends compte? Créer un homme comme ça? Et alors, Faust répond la chose suivante. L'ancien mode de créer, nous le déclarons vaine plaisanterie.
Mesdames, l'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie. Alors, j'ai écrit avec ma fille, donc qui est professeure en fac de philosophie, ce livre-là, et nous avions déjà réfléchi sur la question du gender. C'est un livre qui a 6 ans. Bon. Il y avait un chapitre sur la question de l'hermaphrodisme et la question du gender. La question du gender, bon, donc je dirige les cahiers Saint-Raphaël. Il y a 4 ans, j'ai fait un cahier sur le gender. Tout le monde a dit, mais Guiquès, il est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'homme transformé en femme et de femme en homme? Mais voyons, mais c'est une connerie, c'est impossible. Alors ce cahier, c'est pas vendu du tout. Et puis d'un seul coup, on a vu M. Châtel lancer un premier truc. Alors là, tout le monde a commencé à se réveiller. Alors le cahier, il est épuisé depuis très longtemps et on va devoir en refaire un autre. Donc je ne suis pas un prophète, simplement je regarde ce qui se passe. Alors un jour, donc dans ce livre-là, j'évoquais justement ce qu'on appelle l'ectogénèse, qui est le développement d'un mammifère en dehors du sein maternel. Et évidemment, personne n'a réagi à ça, on a cru que c'était de la science-fiction, et nous allons voir où nous en sommes. C'était juste avant les élections, quand on m'invite à débattre ou à réagir à la télévision ou à la radio, bien sûr j'y vais, je me précipite, et je suis invité à un débat qui avait lieu par un cercle un peu culturel comme le vôtre, là, qui avait lieu à Saint-Denis. Et on annonçait des personnalités, bon, il y en a qui ne sont pas venus d'ailleurs. Et il y avait une personne qui s'appelle Madame Kless, ça s'écrit K-L-E-S, sénatrice de la Marne et maire de son patelin qui s'appelle comme ça. Et alors, voilà, je regarde cette personne-là, et puis un jour, je dis aux organisateurs, dites donc, je n'ai pas encore pu en placer une, je voudrais bien pouvoir dire quelque chose, parce que moi je viens de Boulogne-sur-Mer, je voudrais bien quand même... Bon. Alors il dit, vous venez de Boulogne-sur-Mer, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon. Et je regarde Madame Kless comme ça dans les yeux, et je lui dis, écoutez Madame Kless, vous avez voté la loi d'avortement. Alors oui, alors... Je lui ai dit, Madame Kless, est-ce que vous avez déjà vu un avortement? Alors elle baisse la tête, comme ça. Je dis à Madame Kless, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un avortement? De découper un enfant vivant dans le sein de sa mère? Quelle horreur absolument épouvantable de ces enfants qui arrivent quelquefois vivants parce qu'on n'a pas réussi à les tuer dans le sein de sa mère. Comment vous, qui après nous avoir fait des grandes déclarations sur la solidarité, sur les droits de ceci, les droits de machin, sur l'égalité, etc., comment vous avez pu voter ça, vous qui avez des enfants? Alors elle a relevé la tête et elle m'a dit, oui docteur, c'est vrai, c'est une horreur. Je lui ai dit, mais vous l'avez voté, madame? Elle me dit, oui. Mais j'ai été confronté dans ma vie à des situations de ce genre concernant mes proches. Alors je sais ce que c'est. J'ai dit, oui, moi je sais ce que c'est parce que j'ai eu des femmes qui ont eu des morts in utero et c'était un drame. Alors à plus forte raison quand on a mis fin au jour de son enfant. Alors, je lui dis, mais enfin, Madame Kless, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour cela, puisque vous me dites que c'est épouvantable? Et alors là, elle a cet aveu extraordinaire, que j'attendais depuis des années. Elle me dit, oui, nous allons généraliser la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire les bébés éprouvettes, et nous trierons les embryons de manière à ce qu'on ne soit pas
obligé. Il dit, vous êtes au courant, c'est pas un mystère, nous imposerons la PMA et la GPA. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée, c'est les bébés éprouvettes, et la GPA, c'est la grossesse pour autrui. Ah, vous êtes avertis, hein. Il faut s'apprêter à se mobiliser parce que ça va venir. D'autant plus que ça n'a pas été affirmé que Madame Claes, alors elle c'est une des plus radicales, hein, mais par Touraine, Madame Touraine, Marisol, qui est ministre de la Santé, par Monsieur Harlem Désir, secrétaire général du Parti Socialiste. Attali, ça il l'avait déjà dit il y a 10 ans, et Monsieur Jean-Pierre Michel, qui présidait la commission parlementaire sur la question des mariages homosexuels, qui avait traité, c'est un voyou qui avait mal élevé, qui avait traité Monseigneur 23, pour lequel je n'ai d'ailleurs pas beaucoup d'estime, mais ça me regarde, mais il l'avait traité de manière odieuse. Bon. Et alors, il a reçu Madame Agazinski. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Bon. C'est la femme donc de Jospin, qui est opposée au mariage homosexuel. Ouais, c'était pas mal. Fort opposée. Et alors l'entretien s'est terminé comme ça, avec Jean-Pierre Michel. Jean-Pierre Michel a dit, mais de toute façon, nous allons généraliser le développement des enfants hors du sein maternel. Madame Agazinski s'est levée, elle a dit, monsieur, vous êtes complètement fou, ça ne se fera jamais, et elle est partie, elle a claqué la porte. Ce en quoi Madame Agazinski n'avait pas lu le livre du docteur Dickès qui s'appelle L'homme artificiel, qui précisément évoquait cette perspective. Et il y a eu d'autres écrits, je n'étais pas le seul, bien sûr, à me situer sur ce créneau. Alors c'est l'ectogénèse. Développement d'enfants hors du sein maternel. Où en sommes-nous? Eh bien, vous allez être stupéfait, je vais vous expliquer cette histoire-là. Ce développement, on le voit dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ça commence par ça. C'est-à-dire que le visiteur arrive et on lui montre des enfants qui sont dans des cupules, puis dans des tubes à essai, puis dans des éprouvettes, puis dans... Le principe général est le suivant. Par ce qu'on appelle la néonatalité, c'est-à-dire les soins aux prématurés. À noter d'ailleurs que progressivement, ça c'est très important, le changement de vocabulaire, on a tendance à remplacer maintenant le terme de néonatalité, c'est-à-dire le développement des prématurés, par le terme d'ectogénèse. C'est pas anodin. Bon. Alors donc, ces prématurés, on essaye de les récupérer, on a des accouchements prématurés, et ça a toujours existé, et on voit arriver des petits comme ça, qui pèsent 250 grammes, 300 grammes, 400 grammes, etc. Bon. Alors, ces prématurés, quand ils sont trop petits, nous on a eu des cas, malheureusement, avec ma femme, non pas les poumons qui sont suffisamment développés. Et ils font ce qu'on appelle, ils développent une espèce de membrane dans les poumons qu'on appelle la membrane hyaline. Ça s'appelle la maladie de la membrane hyaline qu'on essaye d'éviter en donnant des doses massives de cortisone quand il y a un risque de prématurité ou d'accouchement prématuré. Et ces enfants mourraient de cette maladie. Bien. Donc, le but, c'est d'essayer de descendre le plus bas possible pour sauver les plus petits possibles. Donc, on creuse un tunnel dans ce sens-là. Pendant ce temps-là, il y en a qui essayent de développer les enfants dans des éprouvettes, et le but, c'est d'arriver le plus loin possible pour que se fasse la jonction entre les deux tunnels, comme le tunnel sous la Manche. Alors, ici, c'est les néonatologues, ici, ce sont les expérimentateurs. Et à la tête de cela se trouve le professeur Hélène Hung-Ching Liu, qui travaille
au Medical College de l'université de Cornell, qui se trouve à Manhattan, donc à New York, aux États-Unis. Et elle s'est livrée à ces expériences dignes de Frankenstein, qui consistent à développer des enfants dans des éprouvettes. Et elle constatait que ces enfants mouraient à 2 mois ou à 1 mois et demi de leur développement dans un liquide qu'elle avait mis au point elle-même. Arrive Bush, président Bush, donc, qui est absolument opposé à toute forme d'expérimentation sur les embryons. Il interdit donc ce type de recherche et il fait casser le laboratoire de Madame Liu par le FBI. Donc Madame Liu se trouve coincée et elle décide de réitérer ses expériences sur des mammifères, la souris, et elle réussit l'ectogénèse de la souris. C'est-à-dire qu'elle réussit à développer hors du sein de la souris maman les petits souriceaux. Elle réussit aussi à le développement d'un chevreau, c'est-à-dire d'une petite chèvre. Elle constate que ce chevreau meurt au bout de 2 mois, et elle dit, il est évident qu'en ce qui concerne l'homme, mon but, c'est pas de faire arriver au monde des enfants qui vont mourir au bout de 2 mois. Donc elle s'interroge et elle cherche. Et à ces échecs, elle trouve 2 causes principales. La première cause, c'est que le liquide dans lequel sont ces enfants, ça n'est pas du liquide amniotique. Et elle se dit, ben ça c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la question de la nutrition de ces enfants, puisque vous savez que l'enfant dans le sein de sa mère communique par le placenta, qui est au début par la muqueuse utérine qui nourrit l'enfant. Et elle-même donc va chercher un contenant à ses enfants et elle va mettre au point, d'ailleurs en même temps que à l'université de Nottingham qui se trouve en Angleterre, dans le cadre de l'European Research Council, et ces gens-là aussi, en même temps qu'elle, réussiront à faire un espèce de bol en polymère souple qui imite les tissus mous de l'utérus, qui sont extensibles et sur lequel on a implanté de la muqueuse utérine qui se développe et qui permet de nourrir les embryons pendant un certain temps. Donc elle met au point quelque chose de similaire, et conjointement, c'est là où va se trouver la clé. Vous devez savoir que dans le sein de sa mère, l'enfant respire. Ça se voit à l'échographe. Alors vous allez me dire, il ne respire pas de l'air. Non, il respire du liquide amniotique. Donc l'enfant a besoin du liquide amniotique pour ne pas faire cette maladie dont je viens de vous parler, qui s'appelle la maladie des membranes hyalines, qui tue ses enfants. Or, le meilleur néonatologue au monde, c'est un professeur Schaffer de la Temple University qui se trouve en Pennsylvanie. Et ce professeur a mis au point un liquide amniotique et aussi un système qui permet de pousser ce liquide amniotique de manière rythmique dans les poumons de ces prématurés. Ce qui permet bien évidemment de descendre dans la résurrection ou dans les soins de ces tout petits, et qui, dans un sens, arrange Madame Liu, parce que c'est Schaffer qui creuse à côté du tunnel et qui avance. Bon. Et elle récupère le liquide amniotique. Et alors, elle annonce, pour au plus tard, l'ectogénèse entre 2020 et 2030. Ça, mes amis, c'est inévitable. C'est inévitable, on ne passera pas à côté. Donc, mesdames, vous allez pouvoir vous reposer.
et ne pas vous fatiguer à porter des enfants. Alors, évidemment, est lié à cela le diagnostic préimplantatoire qui consiste à prendre une cellule, à l'analyser pour voir si elle n'est pas porteur d'une maladie. Si elle est porteur d'une maladie particulière, ça va dans l'évier, et si elle est en bonne santé, on peut l'implanter dans l'utérus. C'est la procréation médicalement assistée, ce sont les bébés éprouvettes. Alors vous pensez sans doute que c'est un phénomène marginal. Eh bien, vous vous trompez lourdement, parce qu'actuellement, 400 000 enfants au moins sont nés de cette technique-là. Et probablement plus, parce que moi je voyais mes clients, moi bien sûr j'étais opposé puis en tant que catholique à cela, et bien mes clients ils allaient en douce se faire des procréations médicalement assistées à Roubaix. Mais depuis, les choses ont progressé avec un succès qui est beaucoup plus important, qui est de l'ordre de 1 fois sur 4, et vous voyez par exemple à Baudeloc, qui donc c'est la Mecque de la maternité, qui se trouve en haut du boulevard Saint-Michel, là où ma femme a fait ses études de sage-femme, on arrive à des taux de naissance de 80%. L'hôpital des 4 villes, c'est Saint-Cloud, Sèvres, Ville d'Avray, il m'en manque une, eh bien, arrive à 30%. Et dans une ville comme Boulogne-sur-Mer, qui est une petite ville de 45 000 habitants, il y a un centre de procréation médicalement assistée. Et c'est pour ça que les socialistes veulent généraliser cette technique au profit des homosexuels. Ben oui, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas se reproduire. Je viens de vous expliquer ça. Bon, les homosexuels, à mon avis, ne peuvent pas se reproduire. Voilà. Mais pour les lesbiennes, et puis pour permettre éventuellement de donner des enfants aux homosexuels mâles. Alors, ce qui est épouvantable dans cette affaire, c'est bien évidemment la sélection eugénique, interdite par le Code civil et par le Code pénal, mais qui est devenue, Hitler n'aurait pas rêvé mieux, qui est devenue et qui va devenir progressivement la règle. Donc le mythe de l'enfant parfait, du surhomme, que vous allez retrouver au fur et à mesure de mon exposé. Alors toujours, alors il y a d'autres items dans mon bouquin, hein, mais il y en a un qui est très très important. C'est la question des cellules souches. La question des cellules souches dont je vais vous parler un peu. J'ai créé un mot spécial pour désigner ça, c'est l'or rose. J'appelle ça l'or rose. Alors, je résume, nous avons dans tous nos tissus des cellules qui sont des cellules souches qui permettent de régénérer ces tissus. On en a partout, dans le foie, dans le cerveau, les astrocytes, etc. Vous en avez partout, plus ou moins. Bon. Alors, ces cellules souches se trouvent électivement concentrées dans le cordon ombilical de l'enfant qui vient de naître. C'est créer des banques du cordon dans un certain nombre de pays, notamment en Asie, où ils ont des banques du cordon gigantesques. Vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, en France, évidemment, l'État a voulu mettre la main dessus, et on a pris 20 ans de retard, déjà, ou 15 ans de retard. Cellules souches, on en met, par exemple, moi, la question se posait, j'avais une nécrose de la hanche, j'ai posé la question de savoir si on n'allait pas implanter des cellules souches au niveau de la nécrose de la hanche. Alors, ces cellules souches, si vous voulez, permettent de régénérer les tissus. Alors, les banques du cordon, ça se traduit par ça. J'étais en Espagne, je vois un tout petit articulé de rien du tout, comme s'il s'agissait d'un chien écrasé, d'un tout petit détail. Un enfant dont les parents avaient récupéré les cellules souches, les cordons, hein, il y a des banques de cellules souches, et cet enfant qui avait 4 ans avait développé une leucémie. Eh bien, on a pris le sang du cordon, on a récupéré les cellules souches, on les a développées en lignée, ça se cultive comme des champignons, comme de la mousse, et on avait récupéré les cellules souches, et on les avait injectées à l'enfant qui était guéri.
mais c'est pas des perfusions, chimiothérapie, trucs comme ça. C'est 2 intraveineuses. 2 intraveineuses. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Tout simplement parce que ces cellules souches sont des cellules jeunes, vivantes, tenaces et fortes, et elles détruisent tout simplement les cellules cancéreuses ou les cellules leucémiques. Voilà. C'est extraordinaire et nous avons pris un retard considérable en France à cause des politiques sur ce sujet-là. Mais il y a des petits malins qui se sont dit « Ah oui, mais il y a des cellules souches pour le foie. Ah oui, on ne peut pas les utiliser pour les muscles. Ouais. On ne peut pas les utiliser pour les os. Ah oui, il y a des cellules dans les os. Ah oui, mais on ne peut pas. Ah si, celle de la moelle. Ah oui, celle-là, on peut les utiliser un petit peu plus. On peut les utiliser aussi pour le cœur. Tiens, c'est pas mal. Mais l'idéal, c'est d'avoir des cellules souches qui remplacent tous les tissus. Où va-t-on les trouver? On va les trouver, bien évidemment, dans les embryons, quand les tissus de l'embryon ne sont pas encore organisés vers le foie, vers le système nerveux, vers les os, ou vers l'intestin. D'où une concurrence qui s'est établie entre les cellules souches dites embryonnaires et les cellules souches dites adultes venant du cordon. Le Vatican a créé une banque de cellules souches du cordon qui met gratuitement à la disposition des gens des cordons ombilicaux. Il y en a une autre au Québec. En fait, ces cellules souches venant du cordon, c'est un dénommé Péchanski qui est chargé de s'en occuper. Péchanski, normalement, est payé et il est le conseiller principal de l'AFM, c'est-à-dire l'association de la lutte contre la myopathie. Alors, je connais très bien ce problème-là, puisque j'ai eu un enfant qui est mort de la myopathie et j'ai un petit-fils qui a la myopathie. Péchanski, au lieu de s'occuper, l'AFM se sert des myopathes comme canard d'appel pour avoir de l'argent. À quoi sert cet argent? À 2 choses. À trouver les moyens de détecter la myopathie pour aboutir à des avortements, à affiner des armes qui tueront les enfants dans le sein de leurs parents, et de payer les travaux de Péchanski, qui lui est payé actuellement pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, donc par le Téléthon, par le Généthon, par l'INSERM, par ISTEM et par l'Europe. Donc c'est un cumulard absolu. Seulement ce qui se passe, c'est que ce monsieur qui parade quand on parle des... On n'entend que lui. Hein. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce monsieur a greffé des cellules souches embryonnaires dans la tête de gens qui avaient des maladies de Parkinson. Et ces gens sont morts dans des souffrances épouvantables parce que c'est l'histoire du bras que l'on rajoute et dont on veut se séparer absolument. Il y a un rejet. Il y a un rejet de ces cellules souches ou, pire encore, une cancérisation. Si bien qu'avec lui et le professeur Ménaché, qui est cardiologue, ce sont quasiment les derniers tenants mondiaux de cette théorie sur les cellules souches. Les grands laboratoires comme Gérone, qui est le plus grand laboratoire au monde sur les cellules souches, a abandonné cette technique. Et nous, comme des abrutis, on continue de payer Péchanski par l'intermédiaire de l'INSERM, c'est donc la recherche nationale. Alors il se présente que dans l'évolution des cellules souches, je crois que c'est intéressant ce que je vous raconte, un dénommé Yamanaka, un japonais, qui a eu un jour cette réflexion: quand je vois un embryon, j'ai l'impression de voir mes filles. Je trouvais que cette phrase était très très belle. Bon. Et Yamanaka a découvert une cellule souche qui se trouve sur la peau. Ce sont des fibroblastes. Fibroblastes, c'est-à-dire des fibres musculaires, donc des cellules souches des fibres musculaires qui servent à l'horripilation. Vous savez ce que c'est que l'horripilation?
Non. Non, Oripiné, c'est la se dresse. c'est le poil qui se dresse. Voilà, C'est quand pas vous avez bon. peur ou quand vous avez froid. Le poids de... Bon. Le poil qui se dresse. Ah, au moment. Le poil, l'horripilation, la chair de poule. Voilà, Oui, je vois. exactement. Et alors, il a pris ces cellules-là et il les a. Il est arrivé à ce que, à obtenir des cellules souches venant de la peau. Alors bon, je veux dire, il y en a partout. Il y en a chez Dickès, il y en a chez vous, cher monsieur, et on peut les prendre chez tout le monde, hein, y compris chez notre président. Ah non, pas lui. Hollande, non, pas lui, pas lui, pas lui. Bon, alors, ces cellules souches, donc, aboutissent à tous les tissus de l'organisme, si bien que c'est la ruée mondiale vers les recherches sur ces cellules souches, et ça coûte pas cher parce que, effectivement, c'est facile à en piquer sur M. Hollande. Bon. Mais c'est pas des Russes qui ont inventé ça, non? Pas du tout, c'est un Japonais Ah bon. qui s'appelle Yamanaka. Ah d'accord, d'accord. Alors, Yamanaka et ses justices a reçu l'année dernière le prix Nobel. Vous l'avez vu, le prix Nobel de biologie. Or, le lendemain, écoutez ça, un Japonais du nom de Michinori Saito, il y a eu un décalage entre le moment où il a eu le prix Nobel et le moment où il a fait la découverte. Hein. C'était à peu près 2 ans et demi. Donc il a eu le prix Nobel, et le lendemain, un Japonais qui s'appelle Michinori Saito disait au monde entier qu'il avait réussi, à partir des cellules souches de Yamanaka, à faire des ovules et des spermatozoïdes. Ce qui veut dire, mes chers amis, que nous n'avons plus besoin ni de moi ni de vous pour procréer. C'est très clair. Et après, c'est pris en charge par spermatozoïdes, ovules, procréation médicalement assistée, bébé éprouvette, et on entre dans le système de Madame Liu qui va rejoindre le professeur Jaffel. Donc, l'ectogénèse est tout à fait possible. Si j'en crois à une vidéo que j'ai vue, 3 femmes qui étaient stériles parce que probablement soit elles n'avaient pas d'utérus, soit elles avaient un utérus trop petit, ce qui arrive quand même de temps en temps. Et ces 3 femmes avaient fait cette vidéo pour se plaindre parce qu'elles avaient vu sur un site internet des cliniques qui disaient on va prendre en charge votre stérilité. Et elles arrivaient en Amérique, hein, et on les prenait en charge tout à fait en disant ben voilà, nous allons procéder de cette manière-là, vous n'avez pas d'utérus, donc on va mettre votre enfant dans un utérus artificiel, etc. Et ces personnes-là s'exprimaient non pas pour critiquer la méthode, puisque c'est elles-mêmes qui l'avaient acceptée et qui même l'avaient demandée, mais pour dire la chose suivante, c'est que en réalité, ces enfants, donc elle les avait vus se développer comme ça, et elle les voyait derrière, dans les éprouvettes, elle les voyait dans les couveuses, et ces enfants sont morts. Et ce dont elle se plaignait, c'est que ces enfants dont elle avait donné un nom, enfin, vous avez vu ces enfants, c'était vraiment leur enfant, elle n'avait pas pu le récupérer, et ces enfants avaient été considérés comme des débris chirurgicaux. Voilà, c'était ça. Donc, alors j'en ai déduit que effectivement les cliniques sont au point de faire ces ectogénèses, parce qu'on n'imagine pas, là-bas en Amérique on ne fait pas n'importe quoi, et effectivement des cliniques pratiquent l'ectogénèse, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre des enfants, à développer des enfants suffisamment loin pour que ça puisse être récupéré par la néonatologie, c'est-à-dire les prématurés. Alors j'en arrive à l'homme génétique. L'homme génétique, vous allez essayer de vous concentrer 2 minutes pour comprendre ce que je vais vous dire après. Nous sommes dans une pièce.
Une cellule, comment c'est fait? C'est une pièce comme ça, bon, les murs qui sont ici, c'est la membrane cellulaire. Chaque cellule a une membrane, bien sûr, petite poche. Bon. Au milieu, il y a le noyau. Il y a le noyau de la cellule. Bon. Dans cette pièce, il y a une bibliothèque qui se trouve là. Dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 46 chromosomes. 46 chromosomes, il y en a la moitié, 23 qui viennent de papa, la moitié qui viennent de maman. Dans la bibliothèque, il y a 46 livres. Il y en a la moitié qui viennent de papa par héritage et la moitié qui viennent de maman par héritage. Dans un livre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chapitres qui vous donnent des orientations différentes. Dans les chromosomes, il y a les gènes qui donnent une série d'informations allant un peu dans tous les sens. Dans les chapitres, il y a des lignes qui permettent de lire. Ce sont les fameuses chaînes d'ADN qui permettent de reconnaître les criminels ou de retrouver l'ascendance des Bourbons. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone qui est à un endroit de l'ensemble qui est le génome, qui est le même pour une même famille. Et qu'on retrouve, alors Louis XVII, le crâne d'Henri IV, on a retrouvé donc de l'ADN, et on a établi qu'effectivement, il s'agissait par comparaison aux descendants des Bourbons, que c'était effectivement leur ancêtre. Eh bien, donc ces chaînes d'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est formé de 4 acides aminés. Qu'est-ce que c'est que les acides aminés? Vous avez dans la nature des minéraux, des végétaux, des animaux. Ces acides aminés sont les composants des poissons, de la viande, des légumes, etc. Bon. Il y en a 18 dans la nature et il y en a 4 dans l'ADN. C'est ATGC, Gattaca pour ceux qui ont vu le film, bienvenue à Gattaca, adénine, thymine, cytosine, guanine. Ces 4 acides aminés sont disposés dans ces chaînes, mais de manière apparemment désordonnée. AG, TC, AAA, C, 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 etc. Bon. Et une modification de cette chaîne entraîne une modification du message génétique. Voilà, c'est à peu près cela, je crois que vous avez compris. Alors, il y a un homme qui s'appelle Craig Venter. Alors, Craig Venter a pris un microbe. Alors, ça, c'est grâce à l'informatique. Hein. On en reparlera. L'informatique résulte de la loi de Moore. Vous avez entendu ce mot-là? Ça veut dire que tous les 18 mois, on réduit les microprocesseurs. Ou, autrement dit, tous les 18 mois, pour un même microprocesseur, on peut enregistrer le double de données. Quand on a fondé une clinique avec ma femme et des chirurgiens, on a été voir à Châteauroux une clinique et il y avait un ordinateur qui était dans une pièce grande comme celle-ci. Premier truc IBM, c'était des choses comme ça. Maintenant, vous avez vos iPads là qui vous donnent tout, quoi, le temps, Internet, votre correspondance, GPS, une mûrisserie de banane automatique, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Donc, ça va en se miniaturisant, et vous voyez bien les clés USB. Avant, on avait dit des disques durs énormes à côté, puis après ça, maintenant, vous avez une toute petite clé qui est aussi forte que la porte. Et ça va toujours en se miniaturisant selon la loi de Moore. Ce qui a permis de décoder ces chaînes d'ADN qui étaient tout simplement comptées par la machine et décodées. Alors imaginez, alors ce qu'a fait Venter, c'est qu'il a pris donc un microbe qui s'appelle
Mycoplasma vaginalis ou Mycoplasma genitalium, qui est un champignon qui vit dans les voies génitales de la femme. Et imaginez donc ce génome, cet ensemble génétique de ce micro-organisme, et imaginez un jeu de Lego gigantesque. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait par l'intermédiaire de l'informatique? Il a décodé, c'est-à-dire qu'il a littéralement détricoté, comme ça. Alors vous voyez ce jeu répandu, il faut vous dire que dans chaque cellule, dans une cellule que vous ne voyez pas, là vous voyez j'en ai mis 200 ou 300 de cellules en faisant ça. Hein. Bon. Eh bien, la chaîne d'ADN mesure 3 mètres. 3 mètres. Bon. Donc il a détricoté tout ça, et il s'est dit maintenant je vais le retricoter. Et il a retricoté avec le but d'arriver à un résultat légèrement différent. Et effectivement, il a réussi à reconstituer un microbe. Donc il a créé une espèce. Et Dieu créa chaque espèce selon son espèce. C'est-à-dire qu'il avait créé une espèce biologique. Alors on lui a dit, mais dis donc, tu te prends pour qui, toi? C'est le God syndrome des Américains, ceux qui se prennent pour Dieu. Tu te prends pour Dieu ou quoi? Alors il dit, non, non, je ne me prends pas pour Dieu. Je me prends pour le nouveau Darwin. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que... Je vais faire évoluer les espèces. Et comment tu vas faire? Eh bien, tout simplement, je vais créer un homme. Alors, ça vous semble impossible. Vous voyez, Jean-Pierre Dickès, je dis, il y aura beaucoup à faire. Bon, eh bien non. Il dit, je ne vais pas du tout essayer de décoder Jean-Pierre Dickès, ça ne m'intéresse pas. Je vais m'adresser à ses ovules et aux spermatozoïdes. Or, comme le génome de Mycoplasma genitalis est très proche de celui de l'homme, eh bien, c'est quelque chose qui peut réussir tout à fait, qui peut réussir à faire. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est. On rejoint le truc des francs-maçons. Nous allons maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Donc, voilà la dimension génétique. Et alors, avant-hier, vous voyez, on a annoncé à la radio, je vous l'ai expliqué en début, que mon confrère qui m'a donné ça, voilà, on a créé une levure dotée d'un chromosome artificiel. C'est-à-dire qu'on a synthétisé la vie. Alors le microbe de Craig Venter s'appelle Cynthia parce que c'est la première espèce synthétique connue. Rome, évidemment, n'a rien vu, n'a pas vu venir le coup. Alors ensuite, le clonage. Vous vous souvenez de l'affaire, je vais être court, de Dolly. Dolly, donc, on a pris un ovule de Dolly. Et dans l'ovule, il y a le potentiel qu'amène la femme, c'est-à-dire 23 chromosomes. Vous êtes d'accord? Bon. On a pris l'ovule, on l'a enlevé. On a pris une cellule du pis de Dolly, son pis qui donne le lait. On a pris le noyau et on l'a mis dans l'ovule. Et après ça, il a stimulé électriquement cette création, si je puis m'exprimer comme ça, et on est abouti à ce qu'elle se développe, et il est arrivé à faire Dolly, la première brebis clonée. Bon. C'est évidemment très, très inquiétant comme manipulation. Le clonage a été interdit sur le plan international, mais en fait, il avait été réalisé entre-temps par un Dr. Wood de l'université de l'Ajola aux États-Unis. Donc on a cloné, en quelque sorte, un homme pour la première fois. Et nous arrivons à une autre chose, qui est ça, vous allez écouter ça, et qui va vous effarer. Dans notre pièce, vous avez remarqué une chose, c'est qu'il y a de l'électricité. L'électricité, c'est l'énergie. Dans la cellule,
Qu'est-ce qui donne l'énergie? Ce qui donne l'énergie, ce sont des micro-organites qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries sont indestructibles. On en retrouve dans les tombes des pharaons. Or, on s'est aperçu que certaines femmes étaient stériles parce que les mitochondries, en plus de l'énergie, donnaient un message génétique, donnaient une information génétique, qui en l'occurrence était faussée, puisqu'il aboutissait à quelques très rares maladies, dites orphelines, mais surtout à ces stérilités. Bon. Alors, ces mitochondries portent un message génétique qui est anormal. Que faire? Vous avez notre bibliothèque qui est saine avec ses 46 livres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à votre idée. Les mitochondries, elles sont réparties comme ça. On ne peut pas les prendre, les enlever, puis en mettre d'autres. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va changer de pièce. On va prendre la bibliothèque et on va la mettre dans la pièce à côté. Ah oui. Où là, la lumière et les mitochondries ne sont pas perverties. Mais quand on y réfléchit, mes amis, la pièce à côté, c'est quoi? C'est l'ovule d'une autre femme. Donc, les enfants qui naissent par procréation assistée par cette technique ont deux mères génétiques. Elles ont deux mamans. Ça veut dire deux mamans penchées sur un berceau. Et si on a eu affaire à comment dirais-je, une mère porteuse, c'est trois mamans. Alors, trois mamans, vous voyez un peu, imaginez un peu ce que ça peut être. Trois mamans pour revendiquer un même enfant au même titre. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, c'est que, alors ça, c'est la définition du mutant. C'est du mutant au sens de la science-fiction. Ce sont des gens auxquels on a modifié le potentiel génétique. Ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre, alors il y a 40 enfants qui sont nés, les mutants sont parmi nous, qui sont nés de cette manière-là, et l'Angleterre, qui est toujours pour les sales coups, s'est précipité là-dessus, et le gouvernement de droite, entre guillemets, a dit nous allons légaliser ce truc-là chez nous. Mais ils étaient quand même un peu gênés, parce que dire, vous savez, madame, bon, le bébé aura deux mères, ça va pas... Bon. Alors ils se sont dit, ça pose un problème, on va demander aux gens. Bon. Alors on a fait une consultation, comme les gens n'y ont rien compris, comme j'ai déjà du mal à expliquer dans les auditoires comment ça marche, il y a une majorité de gens qui, avec les mêmes trucs que pour l'homosexualité, après tout, ils y ont droit, à l'enfant, donc on peut faire ça. Ces pauvres femmes qui sont stériles, elles n'ont pas de chance, on peut y recourir. Il y a une légère majorité de gens qui ont dit, ben oui, d'accord. Donc le gouvernement a pris un décret, et ce décret autorisait ce genre de manipulation génétique. Mais, là, et c'est très important à considérer, c'est que l'Europe a rappelé que nous n'avions pas le droit de toucher au génome. Et quant à Péchanski, qui fait des expériences sur les embryons, le Conseil de l'Europe a pris la décision de ne refuser de breveter tout produit venant de l'embryon. Donc cet abruti de Péchanski continue de faire des expérimentations sur les embryons en sachant pertinemment qu'il ne pourra pas obtenir de brevet. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'Europe a dit halte là, vous n'avez pas le droit de toucher au génome. Alors donc c'était parfait. Coup de tonnerre, tout ça c'est des choses dont on n'entend pas parler. Coup de tonnerre, Obama vient d'autoriser ça pour toute l'Amérique. C'est anglo-saxon. Voilà où on est ça. Et ils jouent sur la Bible. Hein. Voilà. Donc nous en sommes là. Vous avez remarqué certainement que c'est le clonage. Alors je termine ça. Oui. Je suis étonné de voir. L'Europe a un côté éthique, alors c'est de la blague ou quoi? L'Europe a gardé un certain... le Conseil de l'Europe, oui,
mais ça reste assez oscillant en fonction des majorités. Oui. Bon, il n'y a pas oui. Vous dites bien le Conseil de l'Europe. Le Pas Conseil le de Conseil européen. Hein, Le Conseil de l'Europe, il y a 43 États membres. voilà. Il y a la Russie, il y a la Oui. Turquie, Ah d'accord. Voilà. Ah, oui. Voilà. Ah, etc. ça se comprend. D'accord. Donc, En ce qui concerne la procréation médicalement assistée, cette sélection eugénique qui aboutit à des enfants théoriquement parfaits, donc on prend un embryon, on regarde s'il n'y a pas de maladie à l'intérieur. Alors, une femme a pratiqué donc les bébés éprouvettes, elle a pris 13 de ses ovules, fécondés par 13 spermatozoïdes de son mari, et on a sélectionné les embryons qui étaient parfaitement sains, S-A-I-N-S. Bon, on en a mis 12 à la poubelle, on en a gardé un qu'on a implanté, et cet enfant est théoriquement indemne de maladie. C'est l'homme parfait. Et c'est le principe de l'homme à la carte. Vous avez entendu parler de Madame Angelina Jolie, qui a fait son étude du génome parce que elle avait dans sa famille des gens qui étaient morts d'un cancer du sein, et elle s'est fait couper les seins. C'est ça le principe. Hein. Et donc on peut théoriquement éliminer toutes les maladies, mais ça n'empêchera pas qu'on peut se jeter par la fenêtre pour se suicider ou se faire renverser par une voiture. Donc, un dernier exemple, c'est la Chine. La Chine a pris 1600 personnes dont le quotient intellectuel est égal ou supérieur à 160. Donc ce sont les gens les plus intelligents, et ils sont en train donc d'étudier le génome pour savoir pourquoi ces gens sont plus intelligents que les autres. Le quotient moyen, c'est 100. Hein. Quand vous êtes à 60, vous êtes un crétin des Alpes. c'est Picard qui vous le dit. Et alors, vous êtes un arriéré mental. Bon, alors, on leur dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Donc on fait un tri génétique. Alors maintenant, c'est pas compliqué, hein, c'est la machine qui permet de séquencer le génome, c'est gros comme une machine à café. Par exemple, en reconnaissance en paternité, moi j'ai eu un gars que je connaissais bien qui m'a dit j'ai peut-être eu un gosse avec cette fille-là, c'est une fille qui s'appelle un tel, et je l'ai rencontré, puis je lui ai dit c'est peut-être moi qui t'a fait ce gosse-là, est-ce que tu es d'accord pour qu'on on fasse une étude du génome pour savoir si l'enfant est de moi. Bon, et il est arrivé avec les papiers, il a regardé sur Internet, il a trouvé ça tout de suite, il a envoyé ça en Belgique, et puis c'est revenu en lui disant, écoutez, ça vous coûte 700 €, si vous voulez une fiabilité plus, ça va vous coûter 1500 €, mais à 92%, cette fille est effectivement votre fille. Voilà. Et ça se fait facilement, puisque vous voyez maintenant, pour reconnaître les criminels, on n'hésite pas à rechercher le génome d'un village entier pour savoir s'il n'y a pas une coïncidence entre ce qu'on a trouvé sur la personne qui a été la victime ne serait pas dans le village. Vous voyez. Alors ça coûte actuellement 400 €. Vous pouvez vous faire un génome en Belgique. Actuellement, seule la justice peut autoriser ça sur le territoire national, mais ça se fait partout ailleurs. Bon. Et notamment aux États-Unis, c'est l'histoire du bébé à la carte dont on entend parler. Vous pouvez commander des embryons avec les muscles de Schwarzenegger, les yeux bleus de un tel, etc., la couleur, et c'est très bien foutu parce que c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si l'implantation, si l'implantation ne marche pas, eh bien, on envoie un autre embryon. Et, alors ensuite, nous arrivons au dernier chapitre qui est l'homme bionique, et vous allez vous allez aller de surprise en surprise. La miniaturisation des microprocesseurs, de rien, aboutit au fait que leur intrusion dans le monde médical
pour le plus grand bien est maintenant plus que patente. Alors ça a commencé par des choses comme les implants cochléaires de l'oreille pour une certaine forme de surdité. Ça commence à concerner des gens qui sont aveugles, dans lesquels on met des microprocesseurs sur la rétine qui sont collectés au nerf optique. Mais là où les succès sont les plus sensationnels, Marseille a mis au point des micropuces informatiques qui permettent de récupérer la totalité de l'activité cérébrale. Et ils ont fait des micropuces qui sont les plus petits au monde, qui sont fins comme des cheveux. À quoi ça sert? On les implante dans les cerveaux. Pourquoi faire? Pour un certain nombre de maladies. Ces maladies, le principe c'est qu'on les met dedans et on peut stimuler ces microprocesseurs pour stimuler une partie du cerveau. Mais c'est dans le domaine microscopique, hein, c'est pas des trucs comme ça. Hein, bon, et ça se fait très facilement. On n'ouvre pas la boîte crânienne, on fait un minuscule trou dans le crâne et on se repère grâce par l'IRM fonctionnel pour aller au bon endroit sans détruire les tissus qui pourraient souffrir. Mais c'est sensationnel. Vous voyez des Parkinsoniens qui sont rétractés comme ça et qui ne bougent plus, qui se lèvent et qui commencent à marcher. Vous voyez, et ça c'est assez extraordinaire, parce que si vous voulez, c'est ça le principe de l'interface, c'est que quand vous avez un appareil informatique qui est en connexion avec un autre appareil informatique, il y a une connexion qui fait que l'un peut agir sur l'autre. Alors, en fait, il y a une réciprocité. Ça s'appelle l'interface homme-machine. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les gens, par exemple, qui sont paraplégiques, on parle maintenant de cela, puisqu'il va y avoir maintenant les jeux bioniques en Suisse, avant-hier. Ce sont des gens qui sont appareillés de cette matière-là. Alors, ils ont en général des ordinateurs sur le dos, une espèce de petite carapace, alors, ils sont complètement paralysés, hein. Ils ne peuvent plus, paraplégiques, c'est-à-dire ils ne peuvent plus bouger ni les bras ni les jambes. Bon. Et ils commandent par la pensée ces appareils-là. Donc, c'est la commande par la pensée, qui se développe avec une vitesse extraordinaire, parce qu'il est prévu dans ces jeux bioniques, j'ai entendu ça avant-hier, des gens qui commandent leurs prothèses par la pensée. Il y a actuellement 40 000 personnes qui disposent de ces dispositifs dans des maladies comme la maladie de Parkinson ou la paraplégie, mais les prothèses, c'est assez extraordinaire et ça nous fait ouvrir sur d'autres horizons que je vais vous donner. Les Américains, pendant la guerre d'Irak et pendant la guerre d'Afghanistan, ont eu énormément de soldats qui ont perdu des membres. Donc, ils sont partis à la recherche des prothèses et sont arrivés au point de faire des prothèses qui sont commandées par la pensée. Vous allez avoir, dans les années qui viennent, très vite, vous pourrez allumer votre télévision par la pensée. Ce qui s'est passé, donc, c'est que ces soldats ont bénéficié de ça, et puis ensuite, les civils. En France, il y a un dénommé Lopez qui a eu les 3 doigts de la main écrasés dans une meule, qui est le premier Français à bénéficier de prothèses commandées par la pensée. Alors il y a une personne, c'est le cas de Pistorius, le fameux gars qui a voulu, ou qui a tué, ou pas tué sa concubine, c'est le procès en ce moment, qui avait gagné des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques des handicapés. Pistorius, donc, a des jambes commandées par la pensée. Et le cas extrême, c'est une actrice américaine qui s'appelle Aimee Mullins, qui fait partie du MU2-S. Vous retrouvez ça facilement sur Internet, Aimee Mullins. Et elle a une série de jambes articulées, et elle explique
que, commandée par la pensée, c'était une question d'entraînement, et elle explique que c'est formidable pour elle, parce qu'elle n'a plus besoin de se raser les jambes, et elle n'a plus besoin de se couper les ongles, parce que c'est des prothèses. Et puis elle les adapte à son public, voilà. Et ce que dit Madame Aimée Mullin, c'est enfin intéressant. Elle dit qu'à partir du moment où on peut greffer des commandes, on peut greffer dans la tête des gens des petits ordinateurs. Elle dit la secrétaire qui est là, qui connaît 3 langues, 4 langues, oui, celle-là, elle est forte là. Mais celle qui aura, oh, Dieu, on n'obligera personne. On va du mal, j'ai dit, Françoise, on va vous couper les jambes. Bon, vous allez pouvoir monter comme ça la chartreuse, comme ça, sans avoir la moindre douleur. Alors les soldats repartaient avec des 100 kilos sur le dos, étaient capables de marcher pendant des heures et des heures et des heures. Bon. Alors elle dit la secrétaire, la secrétaire, celle qui est capable de parler 50 langues ou 30 langues, c'est celle qu'on prendra et pas celle qui reste et qui dira non. Donc pour elle, c'est une chose inévitable qu'on implante la machine chez les hommes. Alors vous avez entendu parler de Spielberg. Spielberg, c'est un metteur en scène qui a réalisé Jurassic Park et qui a réalisé E.T. Bon. Alors Spielberg est allé à la Silicon Valley et il a rencontré des savants qui sont des transhumanistes. Les transhumanistes sont des personnes qui estiment que le mélange de la machine à l'homme est inévitable et que même la machine doit dominer l'homme. Alors, écoutez ça, ces savants-là leur ont dit, nous allons greffer Google dans la tête des gens. Mais sans rire. Nous allons greffer Google dans la tête des gens. C'est incroyable. Bon. Mais ce n'est pas tout. Ah, vous allez voir. Vous allez voir. C'est le cerveau artificiel. C'est le cerveau artificiel. Bon, parce que il n'y a pas que Google, il y a d'autres trucs. Hein. Bon, et c'est la recherche du cerveau artificiel. Et tout le problème est de savoir à partir de quand la machine sera devenue tellement importante que l'humanité ou l'homme en tant que tel n'existera plus. La recherche du cerveau artificiel a commencé depuis très longtemps par IBM dans un projet qui s'appelle Synapse. Les synapses, c'est ce qui joint 2 neurones, 2 cellules du système nerveux. Ces synapses transportent entre 10 000 et 30 000 informations à la seconde. Il y a 1 milliard de cellules cérébrales. Donc vous voyez ce que ça peut représenter que de faire un cerveau artificiel. Vous voyez? Bon, alors c'est pas facile. Et ce projet donc s'appelle Synapse. Ça veut dire System of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics. Donc ils sont assez avancés dans ça. Et ils disent qu'ils ont réussi à faire des puces cognitives, c'est-à-dire des puces qui sont capables de réfléchir et qui fonctionnent comme un cerveau. Conjointement, et c'est le bouquet final, et vous arrivez à l'ultime transgression et à la fin de mon exposé. Vous avez un dénommé Hartmann, c'est un nom qui vous dit rien, qui a réussi à persuader un certain nombre de pays de l'Europe de se lancer dans le cerveau artificiel. Et il a réussi dans un... Alors, ça s'appelle Human Brain Project, c'est-à-dire le projet du cerveau humain. Et il a réussi à persuader la totalité des pays de l'Europe de se joindre au projet. Et on a monté une véritable ville ayant pour but de réaliser le cerveau humain. Ça s'appelle Neuropolis. Neuropolis. Où est-ce qu'ils l'ont fait, ce truc? Neuropolis se situe à côté de Lausanne. Ah, d'accord. Il y a... C'est bien ce que j'ai lu. Exactement. Il y a l'ordinateur le plus puissant au monde qui est là. Il y a là des prix Nobel qui sont en train de synthétiser un cerveau artificiel. Alors je vous pose une question.
ce cerveau artificiel, la conquête du cerveau, où est-ce que ça peut mener? Un cerveau artificiel, vous en avez un, on ne voit pas l'intérêt d'en faire un, puisqu'il y en a chez tout le monde. Bon, je vais vous le dire. Entre la prothèse du capitaine Crochet, qui est un crochet, et ce garçon qui s'appelle Pérez, ou je ne sais plus comment, Lopez, il y a eu un progrès. Et voilà, jusque Mullins et tout ça, il y a eu des progrès. Donc le but, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire de faire un cerveau artificiel qui dépassera l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce cerveau dépassement de l'intelligence? Le triomphe Alors, de la ça matière semble sur fou, l'esprit. ça semble fou, mais attention, excusez-moi, mais actuellement, les mouvements de bourse sont déterminés par des cerveaux artificiels qui disent, allez hop, il faut vendre. Vous voyez, bon, c'est le même système, mais généralisé à cela. Excusez-moi, mais ce cerveau artificiel, si on le développe, est-ce que ça ne sera pas le futur maître du monde? Si on fait un cerveau artificiel, c'est pas pour apprendre à incurver les bananes ou faire marcher des escargots paralytiques. Ben oui, c'est bien effectivement pour aller plus loin. Donc, comme je vous disais, on a réussi à développer conjointement des robots. Le problème du Japon, c'est qu'il a le taux de reproduction le plus faible au monde, avec 0,8 enfants, c'est-à-dire moins d'un enfant par couple, ce qui fait qu'en 2050, en 2 générations, il n'y aura plus de Japonais. Alors on interpelle le président, je ne sais pas quoi, le chef de la Chambre, pas l'empereur, mais le président, et il dit, eh ben, c'est pas compliqué, on va remplacer par les robots, on va avoir recours à l'euthanasie pour les vieux, et puis, comme il n'y aura plus de jeunes pour travailler pour les vieux, ben, on va liquider les vieux. Alors là, ça a été une levée de bouclier, parce que là-bas, le développement de la famille était très, très important, très aigu. Et puis après, ben, on va perfectionner les robots. Où en sommes-nous, mes amis? Eh bien, vous avez des robots qui conduisent des voitures. Vous avez des robots qui servent de robots sexuels, si je veux dire. Et c'est pas nouveau, hein, parce que ça date déjà. C'était dans Paris Match il y a 8 années. Un gars qui avait été qui avait été là-bas, qui était veuf et qui avait ramené ça, et il trouvait que ce robot était une compagne tout à fait agréable, qui lui convenait parfaitement avec les maladies sexuellement transmissibles en moins. Bon. Voilà. Alors, il en était très 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 satisfait. Vous allez avoir des robots très rapidement sur les voitures. Vous allez descendre de votre voiture et c'est le robot qui va vous ranger votre voiture. Puisque vous voyez déjà les systèmes tout autour quand vous vous approchez d'une voiture. Donc tout ça, c'est pas extraordinaire, mais on va s'acheminer vers l'ère des robots. Le but étant bien évidemment de remplacer les hommes par des robots, parce qu'un robot, ça coûte beaucoup moins cher qu'élever des enfants, que de s'en occuper ou que de payer des salariés. Vous voyez bien. Bon. Et ça aussi, ça semble quasiment inévitable. Bon. Alors j'arrive au bout. L'idée... Vous m'inquiétez beaucoup parce qu'il y a une ligne de métro, la 14, qu'on appelle le train sans tête. Oui. Et je l'aime, je l'aime beaucoup parce qu'il y en a plein et ça ne fait jamais grève. Donc je commence à m'inquiéter sur mon futur. Si vos petits-enfants sont voilà, je me dis c'est super, engagés à la RATP. 14. Bon, non mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, ça nous pose quand même beaucoup de questions, Oui. c'est évident, parce Tout à l'heure, on va avoir un à dialogue terme, là-dessus. bon, à terme, il y a 2 choses que je voudrais encore vous dire, c'est cela, c'est la question de l'homme virtuel. Qu'est-ce que c'est que l'homme virtuel? C'est un homme qui a vu la guerre des étoiles.